Est-ce que Jean Sibilia est parmi nous? Ah, mais il est arrivé. Très bien, très bien, très bien. Écoutez, je vous propose de débuter ces assises et je vous remercie tous d'être venus jusqu'à Poitiers. Vous avez bien fait, vous avez passé des assises extraordinaires. Je voudrais tout de suite saluer Cécile Courrèges, qui est au premier rang, directrice générale de l'offre de soins, et qui nous fait le plaisir d'être avec nous aujourd'hui. Je la remercie aussi beaucoup parce que elle est très présente avec les conférences et elle est souvent participe à nos conférences et c'est une relation très facile qu'on a avec le ministère. Merci Cécile d'être là. Je voudrais également souligner la présence de Madame Jinka, directrice générale adjointe de l'Agence régionale de santé Nouvelle-Aquitaine, et qui est là avec nous pendant ces 2 jours. Et je la remercie, et son directeur général sera avec nous demain matin. Je voudrais également saluer Madame Janson, qui est vice-présidente du Conseil régional, et donc qui représente ce président, Monsieur Rousset, qui n'a pas pu être avec nous aujourd'hui parce que je crois qu'il y a une manifestation européenne de réception des agriculteurs qu'il dirige à Bordeaux. Merci d'être venu avec nous pour ouvrir ces assises ce matin. Je voudrais également souligner la présence de Zéna Briette, qui est au premier rang, qui est la déléguée générale de la Fédération hospitalière de France. Merci Zéna d'être avec nous. Et je vous salue tous, bien évidemment. Et je terminerai en remerciant tout particulièrement Monsieur Alain Claes, maire de la ville de Poitiers, président de l'agglomération, et également président du conseil de surveillance du CHU de Poitiers. Monsieur Claes est un passionné d'hôpital universitaire. Vous le connaissez tous à travers les travaux qu'il a conduits sur la loi bioéthique. Mais ce que vous savez peut-être moins, c'est que c'est un passionné de recherche, c'est un passionné d'innovation. Et c'est vrai que pour le directeur général que je suis, c'est un atout exceptionnel de pouvoir échanger sur tous ces thèmes qui font l'essence même des CHU. Merci, monsieur le maire. Je vous dis monsieur le maire parce que ce soir, vous nous accueillez dans votre mairie pour le dîner de gala, donc soyez-en d'ores et déjà remerciés. Donc, après Toulouse, en décembre 2016, et oui, nos assises hospitalo-universitaires se déroulent tous les 2 ans, nous avons passé des journées intermédiaires à Nancy, organisées par Michel Clodon. Michel nous manque déjà beaucoup. Nous lui rendrons hommage demain matin pour la présentation, lors de la présentation du rapport au ministre, parce qu'il a œuvré énormément avec nous toute cette année. Et on prendra un moment pour vraiment lui rendre hommage et le remercier de tout ce qu'il a fait. Je voudrais également, mais vous les connaissez tous, dire que j'ai le plaisir d'avoir avec moi sur cette tribune, et oui, ils interviendront rapidement également chacun, donc M. François-René Pruvot, qui est le président de la conférence des présidents de CME de CHU, qui a succédé à Michel dans des conditions difficiles, qui a vraiment travaillé avec nous d'arrache-pied aussi en fin d'année. Jean Sibilia, qui est le président de la conférence des doyens de faculté de médecine. Merci Jean. Et puis Bernard Muller, qui est le président de la conférence des doyens de la faculté de pharmacie. Et il nous manque Madame Tadei qui va nous rejoindre, qui est présidente de la conférence des doyens d'odontologie, mais qui est à Strasbourg, et vous savez les événements de Strasbourg actuellement, et pour elle, ce n'a pas été évident de nous rejoindre, elle devrait nous rejoindre dans la matinée. Et puis, je ne présente pas, parce qu'il n'est pas là, mais je pense quand même à lui, il va nous rejoindre demain, Monsieur Gilles Roussel, qui travaillait avec nous, et qui est le président de la conférence des présidents d'université, et qui était lui aussi chargé par les 2 ministres de participer au rapport que nous présenterons demain. Donc, Poitiers vous accueille pour ces 16e assises nationales hospitalo-universitaires.
Historiquement, les conférences représentatives des CHU, doyens de faculté de médecine, présidents de CME, directeurs généraux, avaient souhaité organiser tous les 2 ans une journée nationale ou des journées nationales pour proposer au pouvoir public des axes d'évolution de nos 32 CHU. Ainsi, à Toulouse, rappelez-vous, nous avions formulé 17 propositions, comme par exemple créer un label CHU, favoriser l'accueil des patients étrangers, solliciter de l'ONDAM une enveloppe dédiée à la recherche et à l'innovation, plaider pour améliorer l'attractivité des carrières médicales. Cette année, nous ne ferons pas de propositions à l'issue de notre journée. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce que les ministres de la Santé et les ministres de la Recherche, de l'enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, nous ayant demandé de faire un rapport sur le CHU de demain, nos propositions seront contenues dans ce rapport qui sera présenté au ministre demain matin. Cette année, ces assises hospitalières universitaires ont bénéficié de la participation active des conférences, des doyens de pharmacie et des doyens d'odontologie. Et je souhaite les remercier tout particulièrement. Ils sont venus compléter la grande famille hospitalo-universitaire et je suis ravi de les accueillir. Puisque nous sommes à Poitiers, je vais vous dire quelques mots sur, bien sûr, notre CHU, j'en profite, qui appartient désormais à la Nouvelle-Aquitaine. Et oui, nous avons, changé de région. Le Poitou-Charentes a été fondu dans la Nouvelle-Aquitaine. Et cette Nouvelle-Aquitaine comprend désormais 3 CHU, Bordeaux, Limoges et Poitiers. Nous avons, à regret, c'est vrai, quitté la zone Hugo, mais nous avons conservé des liens forts avec le CHU de Tours. Le CHU de Poitiers est une histoire récente. Je vois nos anciens doyens, le professeur Gilles, qui est là, et qui connaît bien mieux l'histoire de la faculté et de l'université. Mais dans ses écrits, j'ai retrouvé que cette faculté de médecine avait été créée en 1431, puis supprimée en 1793 par la Convention, comme toutes les gothiques universités et aristocratiques académies à l'époque. L'enseignement de la médecine et de la chirurgie fut rétabli par un décret de l'empereur signé à Merseburg, en Saxe-Prussienne, le 18 octobre 1806. Poitiers devient alors école de médecine. Dans la Grande Académie de Poitiers, en 1957-1958, c'est amusant de voir qu'il existait 3 écoles de médecine, Limoges, Tours et Poitiers. Et Limoges, Tours et Poitiers, c'était la base de la communauté universitaire qui a été installée il y a quelques années. Donc ce n'est qu'en 1961 que le général Legorgeux proposa qu'une faculté de médecine soit créée. Et en 1965, fut signée la première convention constitutive entre le CHR et à l'époque encore l'école de médecine et de pharmacie, parce que notre faculté est une faculté de médecine et de pharmacie. Et l'école de médecine fut transformée en faculté par le décret du 8 décembre 1968. Notre CHU fête en décembre son jubilé. Pas 60 ans, mais 50 ans. Quelques mots sur le CHU de Poitiers et pour l'illustrer, un tout petit film très rapide qui devrait être lancé immédiatement.
je vous certifie que ce n'est pas un trucage et que la patrouille de France a bien survolé notre établissement il y a peu de temps. Voilà, donc je vous ai dit quelques mots sur notre CHU. Je pense que quelques particularités de notre CHU, vous savez que tous les CHU sont supports de GHT, et peut-être que la particularité de notre CHU, c'est que le territoire du GHT était le département de la Vienne, et aujourd'hui nous n'avons plus qu'un seul établissement public, puisque nous sommes tous regroupés, nous avons tous fusionné dans la Vienne, donc il va falloir qu'on aille à la conquête d'un autre territoire pour demain. Je voudrais également rappeler des éléments importants. Situer le CHU, c'est 160 000 séjours, 100 000 urgences, 23 000 interventions chirurgicales. Des points forts, la cancérologie, puisqu'il n'y avait pas de centre de cancérologie dans la région Poitou-Charentes. Les transplantations, les greffes de moelle, la chirurgie thoracique, on a démarré les carticelles, la cardiologie interventionnelle, la chirurgie éveillée. Tout ça sont des particularités importantes. L'imagerie est très importante chez nous et j'en profite pour dire que grâce à l'appui de l'ARS et de notre président du conseil de surveillance et des médecins, nous aurons la possibilité d'installer d'ici 9 mois la première IRM 7 Tesla en France à vocation clinique. Donc nous en sommes ravis. Notre recherche se développe en lien fort avec l'université. Et quand je veux dire en lien fort avec l'université, je veux dire par là que ce n'est pas seulement la faculté de médecine et pharmacie, qui est bien sûr notre partenaire au quotidien, mais c'est aussi l'ensemble des facultés de sciences sociales, de biologie, de sport, de mathématiques qui sont dans cette université, avec lesquelles nous travaillons et qui font progresser la recherche dans notre CHU. Vous aurez tout à l'heure une intervention de Daniel Moinard, l'un de mes prédécesseurs, puisque j'ai un monsieur Julien qui était également dans la salle, qui a été un de mes prédécesseurs au CHU de Poitiers. Je les salue, et Daniel Moinard, en tant que président de la Société française d'histoire des hôpitaux, nous parlera, reviendra sur ces 60 ans d'histoire de nos CHU. Je remercie également le professeur Amouyel, qui, après nous avoir vraiment passionnés à Nancy, poursuivra son intervention sur la prévention, qui est vraiment un élément majeur de la santé publique et la stratégie de santé voulue par les pouvoirs publics. J'en profite pour vous dire que nous avons inauguré il y a peu de temps une très grande maison, près de 1000 m², qui est une maison indépendante, qui s'appelle La Vie, la Santé, ou plus exactement La Villa Santé, et qui est un lieu exclusif de promotion de l'éducation thérapeutique en dehors de l'hôpital. Et si ça vous intéresse, bien évidemment, nous aurons le plaisir de vous la faire découvrir. Merci également à Jean Sibilia, qui interviendra sur le thème de l'innovation tout à l'heure. Merci à M. Jean-François Lefebvre et au Dr Bord de nous parler, d'animer quasiment toute l'après-midi sur les données numériques et l'intelligence artificielle en santé. Et puis, je remercie par avance M. le professeur Delfrécy et M. Philippe Gourou, qui concluront la journée par une intervention sur la génomique et sa dimension éthique. Je tiens également à remercier tous les intervenants que les responsables de séance ont conviés. Et je veux aussi féliciter la société Eral pour l'organisation de ces journées. Et puis, je ne peux pas terminer mon intervention sans vous dire que j'ai beaucoup de plaisir à être là avec vous, continuerai encore à être un peu avec vous, mais je ne serai plus président de la conférence et j'ai eu le bonheur d'avoir comme successeur mon amie Catherine Gindre, qui prendra la succession au 1er janvier. Bravo Catherine. Je vous souhaite à tous d'excellentes assises. Merci. Oui, là, ça va. Bonjour à toutes et à tous, Madame la directrice adjointe, Madame la vice-présidente, Mesdames et Messieurs les doyens, Mesdames et Messieurs les directeurs, et Mesdames et Messieurs les présidents de CME. Moi, je suis particulièrement heureux en tant que maire de Poitiers. Vous n'êtes pas à Poitiers, là. Vous êtes près de Poitiers et président de l'agglomération, de vous accueillir pour vos 16e assises. Le directeur général a tout dit sur le CHU, donc je serai très bref. Mais je crois que ces 16e assises, pour notre pays, sont importantes. Car sur tous les sujets que nous aurons à traiter, notre pays, dans les années qui viennent,
je crois que les CHU sont au cœur de toute une série de problématiques. Bien sûr, la problématique de la santé publique. On en parle souvent au Parlement, j'y ai siégé un grand nombre d'années, mais aujourd'hui, il y aura un certain nombre de choix à faire particulièrement difficiles. C'est pour cette raison que le rapport qui vous a été demandé par la ministre est un sujet important et vient au bon moment. Mais je crois que les sujets que vous allez aborder sont des sujets véritablement de société. Et commencer par l'histoire des hôpitaux avec Diane Moinard, c'est une bonne chose. Il faut regarder un peu d'où on vient et comment s'est passé ces 60 dernières années à partir de la création des CHU. Se posera un sujet difficile sur le financement, sujet qui redeviendra, à mon avis, d'actualité. Mais aborder dans la même journée la prévention, aborder l'innovation, la recherche, et aborder les sujets éthiques liés à de nouvelles technologies comme l'intelligence artificielle ou plus encore les données, et enfin s'interroger sur le génome. Vous êtes courageux d'aborder tous ces sujets, mais je sais que votre capacité de travail est très importante. Mais tous ces sujets seront, au-delà des CHU, des sujets sur lesquels le législateur et les pouvoirs publics devront prendre un certain nombre de décisions. Car les deux questions auxquelles, à mon sens, il faut répondre: comment demain le CHU s'ouvre vers l'extérieur, hors les murs? Comment les CHU, comme un CHU moyen comme Poitiers, 21e ou 22e place, abordent la recherche et les axes stratégiques qu'il doit choisir et les alliances qu'il doit choisir. Et je suis très fier qu'on ait inauguré cette maison de santé publique, c'est-à-dire que l'hôpital soit un lieu d'apprentissage. Un lieu d'apprentissage pour nos concitoyens, un lieu d'apprentissage sur de nouvelles problématiques, environnement et médecine. Je crois que c'est quelque chose, au-delà des investissements qu'on a pu réaliser, c'est quelque chose d'important. Je ne veux pas être plus long. Je vous retrouverai, j'espère, ce soir à l'hôtel de ville de Poitiers. Je vous souhaite de bons travaux et je pense que le rapport sur lequel vous discuterez demain est un rapport important. Et permettez-moi de saluer le directeur général, M. De Witt. Vous le connaissez tous, pas un homme facile, hein, mais c'est un grand travailleur et qui a une vision, pour le CHU. Et je suis sûr que la présidence que vous avez exercée a été un temps important. Donc, en mon nom personnel et puis au nom du Conseil de surveillance, je voudrais vivement vous remercier pour le travail réalisé. Je peux les parler là-bas? Ah, vous voulez. Merci, monsieur le maire, monsieur le directeur du CHU, messieurs les présidents, les directeurs de CHU, les présidents de CMU, les présidents des conférences des doyens, mesdames et messieurs, je suis désolée, je vais prendre quelques minutes parce que c'est pas tous les jours que quelqu'un d'un conseil régional représentant le président Alain Rousset, que j'excuse, a l'occasion de venir vous parler. Donc, je vais essayer de ne pas être trop longue et surtout de ne pas vous ennuyer. Et je voudrais vous dire ce que vous représentez pour les conseils régionaux et peut-être ce qu'on attend de vous, et peut-être que vous aurez après l'occasion de nous dire ce que vous attendez de nous. Alors, vous êtes... je vais commencer à mettre mes feuilles à l'envers. Vous dire d'abord que ce qui est très important, c'est que vous êtes tout d'abord des puissances humaines et que... le fait de pouvoir soigner à la fois la personne qui est à la rue, la personne âgée polypathologique, mais aussi les pathologies les plus pointues, est pour nous quelque chose qui reste extrêmement important. Et en ça, nous sommes tout à fait reconnaissants que vous soyez toujours au chevet des habitants de nos régions. Nous avons
aussi pour nous, vous êtes des puissances économiques. Les chiffres le démontrent. Je regardais pour préparer ces quelques mots les chiffres de la conférence des CHU. Ça fait tourner la tête en nombre d'emplois, en nombre de milliards. Je voyais sur cette région, donc où effectivement nous avons 3 CHU. Les 3 CHU réunis, c'est quasiment le budget du conseil régional. 27 000 emplois quand même. Ce que je voulais dire, c'est que vous êtes effectivement des puissances économiques. Et c'est pour ça qu'on attend de vous que dans votre bonne gestion économique, vous pensiez au territoire. Vous savez qu'une des principales missions des conseils régionaux, c'est l'aménagement du territoire. Et de temps en temps, on a des craintes quand vous vous unissez pour acheter ensemble les moins chers nationalement, en laissant peut-être quelquefois tomber des PME ou des ETI locales ou des agriculteurs locaux qui ont vraiment besoin de vous pour continuer à travailler. Et en ça, vous êtes des acteurs économiques de territoire. Deuxième sujet, vous êtes aussi des acteurs d'aménagement du territoire en tant qu'acteurs de santé, pilote des GHT. Et on le voit bien ici en Nouvelle-Aquitaine, quand on voit, puisque j'ai la chance d'être dans quelques conseils de surveillance de CHU, le CHU de Poitiers, qui arrive en soutien aux hôpitaux locaux de tout son GHT. Quand on voit des spécialistes qui vont faire des consultations avancées, quelquefois très loin des CHU. Quand on voit des projets comme Ange Gardien, qui est développé à Bordeaux et qui permet aux professionnels du fin fond des Landes et des Pyrénées-Atlantiques de communiquer et de diagnostiquer très tôt des pathologies extrêmement complexes et de communiquer en direct avec les meilleurs spécialistes des CHU. Quand on voit le CHU de Limoges, qui sait travailler en direct sur la silver economy au plus près des personnes âgées. C'est vraiment ces acteurs-là dont nous avons besoin, parce que c'est très bien d'être dans des grandes villes, dans des métropoles, mais on a besoin de vous aussi finalement par ces moyens-là sur les territoires. Troisième chose, vous êtes pour nous des acteurs de recherche et d'innovation. Alors c'est vrai qu'on ne finance jamais les soins. On l'a fait de temps en temps, qu'il y avait vraiment des rattrapages parce qu'il y avait eu des oublis sur le plan national, mais c'est vrai que ce n'est pas dans nos compétences. Restons chacun sur nos compétences. Par contre, nous soutenons fortement la recherche en santé. Dans l'ex-région Aquitaine, c'est 1,2 milliard qui a été consacré à la recherche en 20 ans par le conseil régional. Et sur ces 1,2 milliard, il y en a quand même 30% au moins qui étaient pour la santé. Chaque année, c'est entre 10 et 40 millions d'euros qui partent dans le soutien à la recherche en santé. Alors, ce n'est pas que le CHU, c'est l'université, c'est les CLCC. Mais il y a un vrai soutien apporté par les conseils régionaux à la recherche, au transfert technologique, à l'innovation. Et là, je voulais vous dire que j'ai été un petit peu déçue, parce que si aujourd'hui, une toute petite déception, c'est qu'effectivement, je vous dis ce qu'a fait la région Aquitaine, toutes les autres régions ont beaucoup d'appui à la recherche et à l'innovation dans l'idée de transfert technologique, dans l'idée de créer des start-up et dans l'idée, évidemment, d'un développement de start-up sur le territoire. Et quand je suis arrivée ce matin, je suis arrivée un peu tôt et je suis allée donc là-bas dans la salle où il y a toutes les entreprises qui travaillent avec vous et j'ai vu qu'il n'y avait aucune start-up régionale. Et je me suis dit quand même, ça veut dire qu'on est bien loin les uns des autres. Il y a dans cette région des très belles start-up, et ce n'est pas Jean-Pierre De Witt qui dira le contraire, ou les autres directeurs de CHU qui travaillent avec certaines d'entre elles. Et en fait, on aurait pu, avec la région, prendre un stand ici, avec notre agence de développement, et y inviter des start-up que vous auriez été peut-être très heureux de rencontrer, et qui auraient été très heureuses de rencontrer des dirigeants. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne communique pas assez ensemble. Que cette fonction d'innovation et de développement économique, dans chacune des régions, je crois qu'il faut renforcer les liens entre les conseils régionaux et les CHU, parce que nos deux puissances doivent absolument se rencontrer au service de cette économie. Et dernier point, vous êtes des formateurs. Vous êtes des formateurs, puisque une grande partie des relations qu'on a avec vous, c'est sur les formations des paramédicaux. D'ailleurs, je me dis que peut-être que dans quelques années, maintenant qu'il y a l'universitarisation, on aura un doyen de faculté de sciences paramédicales ici. Vous formez beaucoup de professionnels, vous les formez dans l'excellence, que ce soit les médecins ou les paramédicaux.
mon souhait, ma demande, c'est qu'ils soient formés au sein des CHU, qu'ils restent au sein des CHU, mais qu'ils partent aussi sur les territoires. Vous savez, on en a besoin. On a besoin de l'excellence ici, dans les métropoles. On a besoin de l'excellence dans chaque maison de santé pluridisciplinaire. Dans les hôpitaux de proximité, c'est une garantie de pouvoir s'occuper de tous nos concitoyens. Et je pense qu'on peut être ensemble sur des projets innovants pour ces projets-là. Voilà les quelques petites choses que j'avais à vous dire toute mon admiration, tout mon souhait qu'on puisse travailler ensemble de façon de mieux se connaître et peut-être de travailler ensemble de façon plus proche et plus partenariale. Je vous remercie. Mesdames et messieurs, Madame la directrice et Madame la déléguée, toutes deux générales, je voudrais d'abord vous transmettre un sentiment, s'il n'y en avait qu'un seul, c'est le plaisir d'être ensemble aujourd'hui dans cet écosystème des CHU qui mélange les statuts, les âges, l'excellence, l'innovation. Et puis il y en a un deuxième qui est propre, et vous me le pardonnerez, à la conférence des présidents de CME, de CHU. Une autre raison double. La première, on en a parlé, évidente, quand on pense à l'un d'entre nous. Et puis parce que, qui mieux que les présidents des CME peut sentir palpiter le cœur de son établissement universitaire. Nous sommes des médecins universitaires s'occupant de management à l'intersection des malades, des équipes qui cherchent, des équipes qui soignent, des enjeux de management. Et donc les présidents de CME se sentent particulièrement contents d'être ensemble avec vous aujourd'hui. Alors ces assises ont un caractère un peu particulier, les 60 ans des CHU, et pour nous tous, ce fut un an de travail, et je dirais aujourd'hui, une belle aventure. Une belle aventure parce que nous avons reparcouru les champs qui sont les nôtres, nos liens avec l'université, notre place dans les nouvelles galaxies territoriales qui irriguent nos groupements hospitaliers, les réseaux de CHU à construire, la restructuration de nos trajectoires professionnelles et multiprofessionnelles, et puis le champ de la sanctuarisation de la recherche médicale. Alors je sais très court, je dirais qu'à l'issue de cette année de travail, il y a une phrase qui me vient en tête, c'est « Le changement n'est pas une destination en soi, pas plus que l'espoir n'est une stratégie. » 60 ans de CHU, et pourtant les CHU se sont en permanence réétalonnés. Les CHU sont en quelque sorte un bateau de compétition qui assure en permanence ses réglages. Mais peut-être aujourd'hui est-il, comme dans la course de l'América, temps de sauter de classe, de la classe J à peut-être une autre classe, avec une volonté de rupture, on le verra demain, tout en gardant nos valeurs. Le changement n'est pas une destination en soi. Pas plus que l'espoir n'est une stratégie. Et donc, aujourd'hui, je transmets la confiance des présidents de CME, de CHU, en une action de refondation, et on verra demain si elle est identifiée dans notre rapport commun avec les 5 autres conférences, où nous posons des questions. Je pense que nous proposons également des solutions. Et donc, j'attends, et nous attendons, des réponses. Merci à tous. Pardon, je vais rester assis sur mon fauteuil, comme ça on varie un peu les formats. Bonjour à tous, et on est tous très heureux de vous rencontrer aujourd'hui. On est au Futuroscope. Je pense que ça n'a échappé à personne. Et le Futuroscope projette un peu les enjeux multiples auxquels on doit répondre. Et il y en a beaucoup, et je pense qu'on les abordera au cours de la journée et demain. Et
en pensant aux enjeux dans le futur, je me suis dit qu'il y a une seule chose que j'aimerais vous dire, c'est finalement que tout ne peut se faire qu'avec les hommes qui vont construire ces projets-là. Parce que finalement, on peut construire des hôpitaux, des systèmes de soins, des systèmes de formation. On peut tout imaginer, mais finalement, c'est l'homme de terrain qui fait le travail. Et ça, je crois qu'on ne l'a pas oublié d'ailleurs dans le rapport. Je pense que ça a été un point fondamental et on le reprendra certainement demain. Mais c'est parler des hommes qui sont les hommes qui feront le système. Et vous savez qu'aujourd'hui, c'est difficile parce que on est dans un pays en situation difficile, avec des clivages, beaucoup de difficultés. Et c'est peut-être l'occasion de rappeler les 3 qualités nécessaires pour que les hommes puissent travailler ensemble. Il y en a 3, c'est assez simple. La première qualité, c'est la persévérance. Et je peux vous dire qu'il y en a eu beaucoup, il en a fallu beaucoup pour que la mission des 6 conférences puisse construire un projet commun. Il a fallu de la persévérance de tous côtés pour qu'on puisse trouver des points de convergence, comme on dit, des points de sortie qui soient transformants. Et en tout cas, on l'espère. Et comme François René, j'espère que nous aurons des réponses à ces propositions transformantes, parce que sans quoi notre persévérance n'aura pas abouti. Mais j'ai confiance dans la persévérance des soignants. C'est la qualité qu'on exprime tous les jours. On ne peut pas être soignant sans être persévérant. Et homme politique non plus, probablement. La deuxième qualité, et c'est une gradation, la deuxième, elle me paraît fondamentale, et on l'a exprimé aussi, et je pense que c'est un point important, c'est la force du collectif. Je pense qu'on ne peut pas travailler seul, on ne peut plus travailler seul. Et dans la force du collectif qui a été exprimée par les 6 conférences au sein de la mission, qui est une nouveauté, on n'avait jamais travaillé ensemble de cette manière-là. Je pense qu'il faut aussi aller plus loin et travailler le collectif au-delà de ça. Dans le monde de la médecine aujourd'hui, moi, la première chose qui m'a frappé, je pense que vous êtes certainement d'accord avec moi, c'est les clivages multiples et les petites baronneries. Il n'est pas possible qu'on continue dans un système de soins à avoir une lutte entre les CHU, les CH. Elle s'atténue dans les GHT, heureusement, entre le public, le privé, la médecine générale, les médecines spécialisées. Je veux dire, à un moment donné, il faut arrêter. Il faut arrêter de se dire que chacun a une bonne raison d'être différent de l'autre et de ne pas faire parfois... J'entends dire on ne fait pas la même médecine, j'ai du mal à comprendre, parce que ce n'est pas la même médecine, c'est le malade, et le malade, il est le même. Donc je ne comprends pas très bien ces clivages. Donc, il faut sortir définitivement de ces clivages-là. Si on veut gagner le combat des enjeux du futuroscope, des nombreux enjeux de demain, il faut sortir de ça. Et pour être bref, je vous donnerai la 3e qualité des hommes. Et pourquoi est-ce qu'on se réunit d'ailleurs, au fond? Parce qu'on pourrait très bien faire ça en Skype, on pourrait faire ça par document. Et puis finalement, on a toujours besoin de se retrouver dans des assises, des états généraux, des conférences. On a besoin, les humains sont des mammifères qui ont besoin de se rencontrer parce qu'on a besoin d'échanger des pensées positives. Et donc garder cette capacité à s'émerveiller. Et je pense que beaucoup de gens l'ont oublié, peut-être par la tension de leur vie personnelle, par la tension des difficultés qu'on a. On oublie de s'émerveiller de toutes les belles choses qu'on a fait. Monsieur le maire, vous l'avez dit, il est important de regarder d'où on vient. Je pense que les plus anciens qui sont soignants et les autres, les non-soignants aussi, voient où on en était il y a 20 ou 30 ans, sans revenir aux 60 ans de 58 des CHU de l'époque, mais quel progrès, quel élément extraordinaire. Et on a essayé de le mettre en exergue aujourd'hui, et on parlera d'innovation, et j'ai le plaisir de le faire, je ferai avec beaucoup de passion et d'enthousiasme. Sachons nous émerveiller de tout ce qu'on fait. Et je pense que ça change complètement la façon de voir les choses. Plutôt que de le voir en creux, en se disant on fait tout ça c'est mal, on ne fait pas bien, et entre guillemets, c'est pas très joli, mais de bâcher le système hospitalier, de bâcher le système de soins, ce qu'on entend trop souvent, et de faire briller malheureusement ce qu'on fait pas bien, ce qu'on fait mal. Il y a des choses qu'on peut mieux faire, évidemment, mais il y a tellement de choses qu'on fait bien pour nos patients ou dans notre système qu'il faut continuer à faire briller ça et qu'on soit capable de s'émerveiller ensemble de tout ça. Voilà, c'était les 3 qualités, vous voyez, persévérance, sens du collectif, et puis évidemment capacité à s'émerveiller ensemble, parce que c'est comme ça qu'on construira. Je voulais finir en remerciant tous ceux qui sont là, parce que voilà, ces 3 qualités, on peut les partager, il faut les partager pendant ces 2 jours, mais avoir une pensée, tu l'as fait François René, et on le fera demain, une pensée très forte pour Michel Codon, parce que Michel nous a accompagnés, il avait ces qualités-là. Alors la persévérance à tous les coups, ça on le sait, et les autres qualités aussi, et il nous a accompagnés, et je pense qu'il aurait aimé être là aujourd'hui. Et François René, tu parleras bien de lui demain. Remercier Jean-Pierre, on te remercie parce qu'on a travaillé ensemble pendant une année, je te remercie au nom de tous les doyens, tu finis ton mandat, mais c'est vrai que les deux planètes étaient loin, celle des doyens et celle des DG.
je pense qu'elles se sont un peu rapprochées. Enfin, en tout cas, et je sais que Catherine continuera. Et je remercie aussi, bien sûr, tous mes amis des conférences universitaires avec qui on a beaucoup travaillé. Et aussi, je pense, et je voulais leur donner leur tendre la main, mes amis et mes troupes des doyens. Parce que chaque conférence, moi je suis fier de mes troupes, enfin vraiment, de leur solidarité et de leur capacité de travail. J'adore l'esprit d'équipe. J'ai fait des sports collectifs toute ma vie, et là, c'est un nouveau sport collectif. Et mes doyens, j'en suis fier. Et vraiment, je voulais leur dire de tout cœur, ainsi que nos étudiants, avec lesquels on travaille. Ce n'est pas toujours facile, parce qu'ils sont un bout de la chaîne, et nous, l'autre, je leur dis souvent, vous commencez, nous, on finit. Et donc, de fait, on a deux visions différentes de la formation, de l'offre de soins. Mais à un moment donné, il faut se retrouver parce que, et je leur répète et je leur dis à chaque fois, ce qu'on fait nous, ce n'est pas pour nous, mais c'est pour eux. Donc, il faut tenir compte de leur point de vue, mais il faut aussi leur rappeler qu'il y a des principes de réalité, il y a des principes que l'expérience, ça sert aussi de temps en temps, quand même, il faut l'espérer. Voilà. Donc, je les remercie d'être là et j'ai beaucoup de bonheur à travailler avec eux parce que, je le répète, on travaille pour eux. Et ça, c'est très important de le rappeler. Et je sais qu'ils sont là, je ne les ai pas vus, mais je sais qu'ils sont là et qu'ils vont participer aux assises. Donc, merci à tous. Donc, faisons briller. Et en tant que Strasbourgeois, j'en ai plus besoin que les autres, parce qu'on est tous un peu strasbourgeois aujourd'hui. Hein. Je pense qu'on on le sait. Pour nous, ça a été très difficile. On ne se rend pas compte toujours de ce que c'est, mais dans ma ville, ça a été absolument terrible pour des tas de raisons, parce que ça fait ressurgir des démons incroyables et il y a une sorte de chape de plomb dans cette ville aujourd'hui, mais ça passera parce que Strasbourg est forte et notre pays est fort. Et j'ai aucun souci, je suis sûr qu'on avancera de toute façon, mais on ne peut le faire qu'ensemble. Ça, c'est mon message principal pour ces assises qui nous apporteront des réponses à toutes nos questions. Et je partage ta conclusion, François-René. Je vous remercie beaucoup. Mesdames, Messieurs, la conférence des doyens des facultés de pharmacie s'associe à toutes les autres conférences pour vous souhaiter donc la bienvenue pour ces 16e assises. Et comme l'a dit Jean, le choix du futuroscope est assez symbolique et emblématique justement pour échanger, partager nos visions sur le CHU du futur. La conférence des doyens de pharmacie est aussi très heureuse d'avoir, pour ces assises et puis pour les assises à venir, rejoint les trois conférences historiques qui étaient chargées de l'organisation, de l'animation de ces assises. Le déclencheur, ça a été dit, c'est cette mission qui nous a été confiée aux 6 conférences avec la CPU par les 2 ministres, justement, pour donner un diagnostic et puis notre vision sur le CHU de demain. Et je crois que c'est pour la communauté pharmaceutique, pour les UFR Pharmacie, c'est un tournant. Et j'espère qu'on pourra continuer à partager, à travailler ensemble, parce que je suis convaincu que les pharmaciens sont aussi, quand on réfléchit sur l'avenir des CHU, un élément important d'innovation et de transformation du CHU. Pourquoi, quand on parle d'innovation diagnostique, la biologie médicale, c'est un domaine partagé avec la médecine, mais c'est un domaine très important quand on parle de médecine prédictive, quand on parle de biomarqueurs. C'est l'enjeu de la médecine personnalisée et prédictive. C'est un domaine dans lequel les pharmaciens peuvent s'impliquer. Quand on parle d'innovation thérapeutique, les MTI, les médicaments de thérapie innovantes, leur formulation, leur production, leur évaluation, de même que les dispositifs médicaux, tout ça, ce sont des domaines dans lesquels l'expertise des pharmaciens pourra être importante dans le CHU de demain. On parle beaucoup, et ça a été aussi un des fils rouges de nos discussions de cette mission CHU, le décloisonnement et la pratique interprofessionnelle. Là aussi, qu'elle soit ce décloisonnement, qu'il soit intra-hospitalier ou qu'il soit dans le lien ville-hôpital, les pharmaciens ont un rôle particulier à jouer. Et il y a une discipline émergente, la pharmacie clinique par exemple, où vraiment les pharmaciens sont là les mieux placés. Cette mission de pharmacien clinicien a été d'ailleurs reconnue comme mission des pharmacies à usage intérieur.
un rôle majeur dans tout ce qui est vigilance, gestion des risques, hygiène hospitalière, pertinence des prescriptions, on en revient à la pharmacie clinique, dans la santé publique, dans la recherche clinique, l'évaluation médico-économique. Là aussi, c'est des domaines où les pharmaciens peuvent jouer un rôle important dans le CHU du futur. Dans les missions de prévention et de promotion de la santé, bien évidemment, dans les interfaces entre les disciplines fondamentales et les disciplines plus appliquées, les disciplines plus cliniques. À l'heure où les CHU cherchent à s'ouvrir et à s'enrichir avec des nouveaux profils de compétences, les pharmaciens sont à même de jouer ce rôle d'interface et entre des disciplines fondamentales et des disciplines plus cliniques. Et puis, ça a été souligné, le lien avec les acteurs économiques. Là aussi, de par des liens tout à fait naturels et sans ambiguïté avec les industries de santé, quand on veut parler d'innovation, quand on veut parler de valorisation, là aussi, je suis convaincu que les pharmaciens ont un rôle important à jouer dans ce CHU du futur. Donc, finalement, ces réflexions sur le CHU de demain, ça a été aussi l'occasion pour nous d'une réflexion un peu prospective sur la place des acteurs et la place des pharmaciens, et dans un contexte, bien sûr, de pratiques interprofessionnelles. Voilà, je ne serai pas beaucoup plus long, mais en vous souhaitant, et en m'associant aux autres conférences pour vous souhaiter pour nous souhaiter de très bonnes assises ici au Futuroscope. Merci. Toujours très compliqué de finir ces propos et ces allocutions d'ouverture, mais voilà, monsieur le directeur général du CHU de Poitiers, président de la conférence des DG de CHU, monsieur le maire de Poitiers, monsieur le président de la conférence des présidents de CME de CHU, messieurs les présidents des conférences des doyens, madame la directrice générale de l'offre de soins, chère Cécile, madame la vice-présidente du conseil régional, chère Françoise, mesdames, messieurs, merci à vous d'avoir invité l'ARS à participer à l'ouverture de 16e Assises nationales hospitalo-universitaires. Michel Laforcade, vous l'avez dit, monsieur De Witt, pris par d'autres obligations, n'a pas pu être présent parmi nous ce matin, mais il nous rejoindra dans la journée pour ce qu'il souhaite vraiment participer à vos travaux. Et il m'a demandé de vous accueillir et de vous souhaiter la bienvenue dans notre belle région de Nouvelle-Aquitaine, vaste région, mais qui a beaucoup d'atouts. Et surtout, il souhaitait que je puisse vous dire un petit peu nos attentes vis-à-vis des CHU que compte notre région. Vos assises sont consacrées au CHU de demain. Donc, en fait, j'ai écouté avec beaucoup d'attention les propos des orateurs qui m'ont précédé. Et je crois que demain, les ministres vous exposeront leur vision de votre futur. Je voudrais, moi, pour ma part, et beaucoup plus modestement, partager avec vous la conception que nous avons, nous, ARS Nouvelle-Aquitaine, sur le rôle et les missions attendues des 3 CHU que nous avons la chance d'avoir dans notre région, les CHU de Poitiers, Limoges, Bordeaux. Mais ces réflexions et ces quelques réflexions, je suis sûre qu'elles pourraient valoir pour la majeure partie des CHU de France qui peuvent se retrouver, comme ceux de notre région, dans une configuration géographique un peu nouvelle avec la mise en place de la réforme territoriale. Le premier rôle qui me vient comme ça et que nous attendons des CHU, c'est qu'ils assurent un rôle de recours. Et lorsqu'ils sont plusieurs au sein d'une région, il y a une nécessité d'articulation et de complémentarité qui doivent naître entre les CHU à l'intérieur d'une même région. Donc, au-delà des missions d'enseignement et de recherche pour lesquelles l'ARS n'a pas de compétences, le rôle de recours des 3 CHU est vraiment essentiel et les distingue des autres établissements de santé. Alors, tous les CHU ont juridiquement vocation à assumer le même niveau de recours dans toutes les disciplines, mais nous savons tous que le statut ne suffit pas à lui seul à garantir la capacité à faire. Donc, effectivement, la création de la région Nouvelle-Aquitaine et la création de l'ARS Nouvelle-Aquitaine nous a amené un peu à modifier le regard que nous pouvions porter sur chacun de ces 3 établissements et sur le rôle qui pouvait leur être confié en matière de recours.
la coexistence de 3 CHU au sein d'une seule et même région impose un travail de partenariat interchu supérieur à celui qui pouvait prévaloir antérieurement. Et cette co-construction de la fonction de recours, de la mission de recours, spécialité par spécialité, revêt maintenant une importance stratégique pour les CHU eux-mêmes, afin qu'ils puissent au mieux défendre leur mission de recherche en capitalisant sur les synergies pouvant exister entre les 3 CHU et en dépassant certains effets de seuil qui constituent une limitation justement à l'exercice de leur mission de recours. Ce travail revêt également une importance majeure pour les établissements de santé qui sont présents dans leur territoire et qui sont des établissements adresseurs en termes de lisibilité des filières. Il est important que l'organisation des CHU et des 3 CHU soit justement très visible et très lisible pour les établissements adresseurs et surtout pour la population de la région. Et justement, la mise en exergue de ces synergies nécessite de pouvoir capitaliser sur les atouts de chacun des 3 CHU, et ils sont nombreux, et de mettre en place des stratégies d'alliance positive qui, sachant dépasser parfois les réflexes de concurrence. Et je le dis tout à fait simplement. Je sais qu'effectivement, une réflexion est conduite entre les 3 CHU. J'espère que c'est le cas dans les autres régions de France, dans les 3 CHU, pour justement construire cette articulation et cette complémentarité qu'il doit exister entre des établissements de même statut à l'intérieur d'une région. Je sais que les 3 communautés hospitalières sont très engagées dans cette voie et je souhaite vraiment qu'ils aboutissent rapidement et qu'ils puissent nous faire des propositions d'organisation concrète de prise en charge en matière de recours à l'échelle de la région régionale. La deuxième fonction que je voulais aborder, c'est cette double vocation des CHU qui exercent une fonction de recours, mais qui sont également des établissements et qui exercent une fonction de proximité. En effet, si l'organisation du recours par les CHU est emblématique de vos missions, de leurs missions, leur raison d'être dans l'offre de santé s'étend bien au-delà. Et les CHU jouent un rôle majeur dans l'offre de proximité au sein de leur territoire d'implantation et les 3 directeurs généraux d'ARS savent que nous y sommes très attentifs. Cette proximité et cette mission de proximité que nous leur demandons d'assurer et qu'ils assurent naturellement leur confère une responsabilité particulière au regard de leur territoire, une responsabilité populationnelle en quelque sorte. Tout d'abord, celle consistant à assurer ces missions de proximité avec les mêmes moyens et les mêmes compétences que leur mission de recours, mais aussi celle consistant à développer une réelle connaissance de l'offre de soins des autres établissements de santé et de réaliser en fait un travail un peu de co-élaboration de la gradation des soins qui doit exister entre tous les établissements de santé au sein des GHT, puisque les 3 CHU sont établissements support de leur GHT, mais également au bénéfice des autres GHT de leur subdivision au travers des conventions d'association. Donc en fait, cette responsabilité est d'autant plus importante que l'observance de cette gradation des soins par les établissements de santé dépend beaucoup de la faculté que peuvent avoir les CHU à réadresser leurs patients dans la proximité dès lors que les prises en charge ne relèvent pas nécessairement d'une mobilisation de leurs compétences de recours. Et c'est effectivement cette gradation des soins et cette organisation entre le recours, la proximité que les CHU exercent eux-mêmes pour la population immédiate de leur territoire d'implantation qui fait que nous aurons vraiment et nous garantirons à la population de la région une véritable prise en charge de qualité et de sécurité.
Et je voudrais, et vous l'avez dit, Monsieur le maire, profiter de l'occasion qui m'est donnée pour éclairer et illustrer cette responsabilité territoriale qui est celle des CHU au travers de l'exemple du CHU de Poitiers que nous mobilisons beaucoup et que nous avons beaucoup mobilisé, que nous allons encore mobiliser au travers de la mise en place, par exemple, des directions communes qui vont, pour certaines déjà, se matérialiser par des fusions, pour d'autres qui vont à venir et qui vraiment, là, permet d'organiser une offre de soins et la mise à disposition de compétences médicales au service d'une population du territoire de la Vienne. Troisième fonction qui est celle exercée par les CHU et au regard de la démographie médicale. Le recours que représentent les CHU entre aujourd'hui particulièrement en résonance avec les difficultés rencontrées par tous les établissements de santé en matière de démographie médicale. Le recours, vous l'avez dit aussi, c'est aussi la possibilité de partager des postes d'assistants médicaux, de mettre en place des consultations avancées. Et l'ARS Nouvelle-Aquitaine a été très exigeante et très en attente de réponses de la part des CHU, mais de tous les établissements de santé, sur la mise en place de consultations avancées de spécialistes au plus près des territoires et pour les comptes des territoires qui pouvaient avoir de vraies difficultés d'accès aux soins. Et puis, c'est aussi la possibilité pour les CHU de proposer avec des postes avec une dimension recherche et enseignement qui sont le gage de l'attractivité pour les jeunes professionnels qui sont peut-être à la recherche de postes après avoir fini leur parcours et leur cursus de formation. Les autres établissements de santé qui sont dans l'environnement des CHU sont dans une attente forte vis-à-vis des CHU qui sont de plus en plus placés devant une responsabilité, la responsabilité de devoir pérenniser des ressources médicales en proximité. Alors, plusieurs dispositifs existent et cette responsabilité, parfois, et les attentes qui sont formulées par les autres établissements hospitaliers, nous en avons conscience, est parfois difficiles à assurer par les CHU qui sont eux-mêmes confrontés à une difficulté d'attractivité au regard d'un contexte très concurrentiel. Donc, en quelque sorte, pour l'ARS Nouvelle-Aquitaine, les CHU constituent vraiment l'épine dorsale de la démographie médicale hospitalière sur les territoires. Je sais que les 3 CHU de la région en ont pleinement conscience et jouent le jeu qui est attendu d'eux. Mais nous les invitons à en faire un peu plus et nous les sollicitons de plus en plus au travers des besoins d'équipes, par exemple, territoriales, que ce soit pour les urgences ou, par exemple, sur l'imagerie, où nous avons des vraies difficultés de démographie pour certains territoires. Cette fonction est devenue stratégique, voire vitale pour certains territoires. Et là, je reprendrai l'exemple et l'action engagée par le CHU de Limoges au bénéfice des 3 départements de l'ex-Limousin, que sont la Corrèze, la Haute-Vienne et la Creuse, qui vraiment sont particulièrement exposés à des difficultés de maintien d'une offre de soins de sécurité et de qualité, et pour lequel nous avons demandé au CHU de Limoges de venir soutenir cette offre de soins par la mise à disposition de compétences. Nous le faisons aussi auprès du CHU de Poitiers, et nous le faisons aussi pour le CHU de Bordeaux. Je terminerai mon propos par la dernière mission. Vous en avez aussi parlé et ça me paraît important. Je terminerai vraiment par les attentes de l'ARS que nous fixons et que nous posons à tous les établissements de santé, mais particulièrement au CHU en matière de prévention et de promotion de la santé publique. Ça a été dit, c'est retracé dans les différents textes qui organisent l'offre de santé à l'échelle nationale, la stratégie nationale de santé, la stratégie de transformation Ma Santé 2022. Il nous faut faire pivoter le système de santé en faveur de plus de prévention et de promotion de la santé. Donc ce pivotement, bien sûr, concerne au premier chef les CHU qui doivent être exemplaires en la matière.
les moyens, leurs moyens et leurs compétences les prédisposent, nous semble-t-il, à diversifier leur mode d'intervention et à offrir vraiment une palette des modalités de prise en charge qui fassent une part plus importante qu'aujourd'hui à la prévention, promotion de la santé. Vous en avez parlé tout à l'heure, ce pivotement, je pense, est encore largement devant nous, mais il y a des belles initiatives. Donc, parmi ces belles initiatives, bien sûr, je saluerai tout particulièrement l'investissement récent du CHU de Poitiers, qui a mis en service très récemment Ma Villa la Santé, en fait, cette ambitieuse maison de la santé publique ouverte sur la ville. Et vraiment, je vous invite à, comme le faisait tout à l'heure le directeur général, je vous invite à la visiter parce qu'elle matérialise de manière très positive et très visible cette diversification des modalités de prise en charge que nous appelons de nos voeux et pour lequel l'ARS Nouvelle-Aquitaine consacre une part non négligeable de ses moyens d'intervention au travers du fonds du FIR. Vraiment, je vous souhaite, je souhaite que ces quelques réflexions soient au cœur de vos travaux et vraiment que je souhaite constructifs. Et je vous remercie de votre attention.